Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: des experts du système de l'éducation des différents pays de l'UMOA planchent sur l'harmonisation de la directive numéro 7/2020 CM/UMOA portant organisation du baccalauréat harmonisé au sein des États membres. Ils sont depuis ce matin à Lomé en atelier régional. Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan joue son va-tout après la rupture claire et nette avec l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo. Pascal Affi-N'Guessan a sillonné sa région de Mourounou la semaine dernière. Une tournée d'explications que le président du FPI légal trouve nécessaire. Il appelle publiquement Simone Gbagbo, ou plutôt Simone Yvette, comme elle se fait appeler maintenant, à le rallier. Et puis, les combattants tchadiens en Libye souhaitent rentrer au pays à l'origine de cette envie de retour. Le décès de l'ancien président Idriss Déby, mais surtout l'appel de la junte au pouvoir à tous les mouvements armés pour une réconciliation nationale. Radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous l'éditions en titre: dernière phase du projet d'harmonisation du baccalauréat dans les pays membres de l'UMOA. Un atelier régional s'est ouvert dans ce cadre ce matin à Lomé. Il sera question de faire le point de l'avancement de l'initiative commune dans chacun des États membres. Abiré Elemo. Ce rendez-vous constitue un moment décisif dans la concrétisation de l'harmonisation du baccalauréat dans les pays membres de l'UMOA. Mamadou Serifou Djakité, commissaire du département développement humain de l'UMOA. L'UMOA a organisé cette rencontre pour pouvoir, avec tous les experts des États membres, faire l'examen d'état de lieu de l'organisation de tout le processus de bac qui a été entamé depuis l'année 2011 jusqu'à la date actuelle. Cette année, on a fait un bac blanc. Maintenant, les experts sont là pour faire l'examen d'état de lieu de comment s'était déroulé dans tous les États et le point de la situation actuelle. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Majesté Iwateba, ce projet va permettre aux jeunes de s'intégrer facilement dans les pays de l'UMOA. Nous sommes en train d'amorcer le dernier virage qui va sceller définitivement cette politique qui est d'harmoniser le baccalauréat au niveau de l'UMOA. Les avantages de cette harmonisation, c'est que désormais, un baccalauréat obtenu dans un pays de l'Afrique de l'Ouest vaut un baccalauréat obtenu tout simplement dans l'espace UMOA. Ça lui donne plus de valeur, ça lui donne plus de crédibilité, parce qu'aujourd'hui, le monde se construit autour des ensembles. Le monde se construit autour des organisations. Vous allez voir, aujourd'hui, on parle d'Union européenne. Tout se décide dans ce cadre-là. L'officialisation de ce projet est prévue pour 2026. Merci à toi, Abiré Elemo. Toujours en page nationale, les prévisions météorologiques et hydrographiques annoncent que la mer sera très agitée sur les côtes togolaises entre les mois de septembre et novembre prochains. À cet effet, le gouvernement recommande une vigilance particulière aux populations et aux usagers de la mer. Les baignades, promenades à la plage et les activités nautiques sont dans ce sens fortement déconseillées. Depuis plusieurs années, l'exécutif a mis en place une cellule de veille pour suivre de près la montée du niveau de la mer et parer à toute éventualité. Alors, vigilance, vigilance et vigilance. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur la Côte d'Ivoire, Pascal N'Guessan joue son va-tout alors que Laurent Gbagbo recevait chez lui à Mama des représentants du peuple Wé issus de l'ouest du pays. Pascal Affi-N'Guessan sillonnait sa région de Mourounou. Une tournée d'explication pour le président du FPI légal nécessaire après la rupture claire et nette avec l'ancien chef de l'État, Juliette Kamdé. Pascal Affi-N'Guessan a en effet achevé sa tournée chez lui dans le Mourounou hier. 5 jours pour expliquer à ses parents, comme on le dit en Côte d'Ivoire, la rupture avec Laurent Gbagbo, fondateur du parti. Il faut dire que Pascal Affi-N'Guessan et sa frange du FPI jouent leur va-tout.
Depuis plusieurs mois, le parti n'est pas au mieux de sa forme. Afi est le seul élu de sa formation aux dernières législatives et plusieurs figures l'ont quitté, comme Jean Bonnet Kouadio et plus récemment Konaté Navigué. Sans attendre et pour préparer son congrès de novembre prochain, Pascal Affi N'Guessan va dépêcher 74 délégations dans les dizaines et dizaines de fédérations à travers le pays pour tenter d'empêcher une hémorragie de cadres et militants vers le camp d'en face, c'est-à-dire le nouveau parti que va créer Laurent Gbagbo dans un peu plus d'un mois maintenant. L'ancien chef de l'État a en effet voulu éviter une confrontation devant les tribunaux pour récupérer le parti qu'il a fondé. Laissons Afi avec l'enveloppe qu'il détient. Nous allons changer de nom, c'est tout, avait-il déclaré lors d'un comité central mi-août, appelant aussi les formations satellites comme l'UNG de Stéphane Kipré, l'URD de Daniel Boni-Claveri et le FMA ou le MFA d'Anaki Kobenan à le rejoindre. Pascal Affi N'Guessan, lui, a tenté un coup en appelant publiquement Simone Gbagbo à le rallier. L'épouse de l'ancien président est l'une des fondatrices du FPI et Simone et Yvette, comme elle se fait appeler maintenant, a été publiquement humiliée par son mari qui s'est empressé de demander le divorce dès son retour en Côte d'Ivoire. L'épouse bafouée a vu alors sa popularité s'envoler, en particulier auprès des femmes. Pour autant, Pascal Affi N'Guessan n'a eu pour toute réponse qu'un silence assourdissant. Les relations entre ces deux personnalités ont toujours été notoirement difficiles. Depuis 2014, le FPI était scindé en deux. D'une part, la frange dirigée par Pascal Affi N'Guessan, reconnue par la justice avec le droit d'utiliser le nom et le logo du parti, et l'autre, celle baptisée Gbagbo ou rien, restée fidèle à l'ancien président et qui boycottait toutes les élections. Laurent Gbagbo va donc, avec cette frange qui lui est restée fidèle, créer un nouveau parti, ce qui pourrait sonner le glas du FPI. Merci à toi, Juliette Kamdé. Pendant ce temps, au Tchad, des combattants en Libye souhaitent rentrer au pays. À l'origine de cette envie de retour, le décès de l'ancien président Idriss Déby, mais surtout l'appel de la junte au pouvoir à tous les mouvements armés pour une réconciliation nationale. Solem Lemo. Il se trouve à Misrata, Benghazi, Trablus ou Sheba, en territoire libyen, et exerce comme supplétif dans les rangs du maréchal Haftar ou ceux du gouvernement de Tripoli, reconnus par la communauté internationale. Depuis quelques mois, ils sont des milliers à souhaiter rentrer au pays, mais font face à des incertitudes. Comment rentrer sans se faire arrêter? Qu'est-ce que le Conseil militaire de transition propose à chaque combattant pour sa réinsertion? Les premiers à prendre langue avec N'Djamena, après la mort d'Idriss Déby, n'ont pas eu d'écho favorable. Mais depuis la mise en place du comité présidé par l'ancien président Goukouni Wedeye, chargé de discuter avec les politico-militaires dans la perspective de la réconciliation nationale, ils se sont remis à espérer un retour au pays en sécurité, même si pour les autorités, il est hors de question qu'ils traversent la frontière avec leurs armées. Ceux qui n'ont rien à se reprocher pourront rentrer sans aucune inquiétude, assure une source proche de la présidence. De bonnes sources au sein des mouvements rebelles auxquels sont rattachés ces combattants, on tente de contenir les velléités de retour en maniant la carotte et le bâton. La surveillance s'est accentuée autour de ces combattants, précise la même source. Après la visite au Mali la semaine dernière du ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtam Lamrara, Alger tente d'occuper à nouveau une position dominante dans la crise malienne. Dans la sous-région, en tout cas, l'Algérie souhaite davantage peser sur le cours des événements. Depuis l'arrivée dans le nord du Mali, notamment des forces onusiennes et la création de la force conjointe du G5 Sahel, le CEMOC, une structure militaire et de sécurité sous-régionale créée par Alger, ne fonctionne quasiment plus. Les États-Unis ont de nouveau frappé le groupe État islamique en Afghanistan hier dimanche. Un drone a bombardé un véhicule constituant une menace imminente d'attaque contre l'aéroport de Kaboul. Dans le même temps, Joe Biden, toujours plus critiqué par le parti républicain, a participé à une cérémonie en hommage des 13 soldats américains
Américains tués dans l'attentat de la semaine dernière. Le visage grave et la main sur le cœur, Joe Biden a regardé défiler les 13 cercueils blancs recouverts d'un drapeau américain. À ses côtés, la première dame Jill Biden, les secrétaires d'État et de la Défense ainsi que plusieurs hauts gradés de l'armée. Joe Biden avait promis un retrait sur un bon ordre d'Afghanistan. Les critiques sur la gestion de la crise afghane étaient déjà fortes. Elles sont de plus en plus virulentes depuis l'attentat de jeudi du côté du Parti républicain, mettant ainsi en berne la popularité de Joe Biden. D'après un récent sondage CBS, 74% des personnes interrogées estiment que le retrait des troupes a été mal géré. Chronique juridique, d'énormes efforts ont été consentis pour la modernisation de la justice togolaise. Le projet de loi sur le code de procédure civile qui régit la matière civile a été adopté par l'Assemblée nationale. Cependant, il se crée d'énormes dysfonctionnements dans l'appareil judiciaire qui détruisent ces efforts consentis. Chronique juridique de ce lundi revient sur ces dysfonctionnements et les sanctions qu'encourent les contrevenants. C'est une production d'Hélène Assabi. Malgré les efforts consentis pour l'assainissement de l'appareil judiciaire togolais, et même si la majorité des acteurs s'efforce de dire le droit, force est de constater qu'il persiste des dysfonctionnements qui entravent le travail abattu. Abdoulaye Yaya, président de la Cour suprême du Togo. Les dysfonctionnements liés à la lenteur de la justice. La cause de cette lenteur excessive, il y a entre autres l'accroissement du contentieux, la complexification des procédures et le comportement dilatoire des parties. Dysfonctionnements liés à l'indélicatesse de certains magistrats et de leurs acolytes. Un autre aspect de dysfonctionnement, des jugements qui sont prononcés mais qu'on ne trouve pas sur papier. Il est clair que certains acteurs de la justice font fi de la déontologie. La loi dispose donc d'une procédure afin de les traduire en conseil de discipline. Retrouvons Abdoulaye Yaya, président de la Cour suprême. Vous saisissez le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui va saisir l'inspecteur général des services judiciaires et celui-là procède à une enquête et maintenant le résultat de l'enquête va déterminer le garde des Sceaux à traduire le juge devant le conseil de discipline. Quand les gens viennent à nous, la Cour suprême, vous mettez par écrit votre plainte, faites un rapport, et je saisis le ministre de la Justice en lui demandant de saisir son inspecteur et que l'enquête soit décidée afin que vous receviez le dossier. Maintenant, en conseil, comme un examen, si la culpabilité est retenue, il y a des sanctions dans le test. En quoi consistent ces sanctions? Le président de la Cour suprême répond. Le chef de l'État, qui est le chef de l'exécutif dans la justice, depuis lui jusqu'au garde des Sceaux, ils peuvent demander son affectation. Par contre, le juge de siège, on ne peut pas le bouger sans l'avoir consulté. Il y a les blâmes, les recommandations. Mais il ne suffirait pas seulement de sanctionner le magistrat qui a mal fait. Il faut pénétrer dans la loi. Est-ce qu'il y a des tests permissifs de ce genre de choses? Ou bien faut-il les renouveler? Il faut aller au fond de la structure elle-même. C'est pour cela qu'il faut revoir d'abord le code de procédure pénale. Tous les acteurs judiciaires qui s'adonnent aux pratiques malsaines sont donc appelés à se ressaisir. À lundi prochain pour un autre numéro. Merci à toi, Elena Sabi, pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Merci à vous, fidèles auditeurs. Le rappel des titres avant de nous quitter. Des experts du système de l'éducation des différents pays de l'UMOA planchent sur l'harmonisation de la directive numéro 07/2020 CM UMOA portant organisation du baccalauréat harmonisé au sein des États membres. Ils sont depuis ce matin en atelier à Lomé. Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan joue son va-tout. Après la rupture claire et nette avec l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan a sillonné sa région de Mourounou la semaine dernière. Une tournée d'explications que le président du FPI légal trouve nécessaire. Il appelle publiquement Simone Gbagbo, ou plutôt Simone Yvette, comme elle se fait appeler maintenant, à le rallier. Et puis les combattants tchadiens
en Libye souhaitent rentrer au pays. À l'origine de cette envie de retour, le décès de l'ancien président Idriss Déby, mais surtout l'appel de la junte au pouvoir à tous les mouvements armés pour une réconciliation nationale. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg